Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ces rencontres organisées par la médiathèque du Centre culturel Chibaou, les premières de la saison. Alors, vous avez peut-être vu à l'entrée qu'il y a un certain nombre de documents à votre disposition qui vous permettent un petit peu de vous y retrouver dans ce que le Centre culturel proposera cette année. Donc, c'est cette petite brochure qui était disponible à l'entrée de la salle Sissia, une brochure qui est complétée par le bimestriel d'avril-mai, juste ici. Alors dans cette brochure, vous verrez que le centre culturel, c'est beaucoup de choses, des choses que vous voyez de manière plus évidente, bien entendu les spectacles, les expositions, et puis il y a d'autres départements qui font un travail de fond. La médiathèque en fait partie, ce n'est pas le seul, il y a aussi le département recherche patrimoine, et cette brochure vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur ce que nous faisons quand les portes de la salle SIA sont fermées, quand les gens sont sur le terrain, que ce soit en province sud, en province nord ou sur les îles. Alors, je dis début de la saison, mais en réalité, la saison a déjà débuté la semaine dernière, puisqu'il y a eu dans cette même salle le plateau K-Musique, dans le cadre du festival qui malheureusement a été annulé pour des raisons météorologiques, le WOMAD. Toutefois, a eu lieu dans cette salle la présentation des musiciens qui seront présents lors de l'exposition Canac au musée du Quai Branly au mois d'octobre, grande exposition qui fait suite à une exposition que les plus anciens d'entre vous connaissent, qui est de Jade et de Nacre, qui date de 1990 déjà. Alors, c'est une coïncidence peut-être, mais au cours de ce plateau K-Musique, il y a un artiste qui était présent, qui est médiatisé ces temps-ci, puisque vous le retrouvez à la une de la brochure Endemix, une brochure qui traite de l'activité culturelle en Nouvelle-Calédonie. Donc vous pouvez lire Retour sur Bohagan, et Bohagan n'est autre qu'un des frères de notre conférencier de ce soir. Et vous pourrez lire dans cette revue qu'il leur arrive de jouer de la guitare ensemble, notamment du Eric Clapton. Donc il n'est pas prévu qu'on ait un petit concert ce soir, enfin en tout cas je ne suis pas au courant. Mais Henri Gorouna donc, a comme frère Samuel, qui est présent ce soir, qui va nous présenter de manière un petit peu plus universitaire et sérieuse un sujet qui ne l'est pas moins, les inégalités ethniques en Nouvelle-Calédonie. Alors c'est un sujet sensible. Cette conférence a déjà été donnée dans d'autres points du territoire. Elle a parfois donné lieu à débat. Et il ne faudra surtout pas hésiter ce soir à bousculer notre conférencier sur des données qui sont chiffrées, mais certains d'entre vous diront peut-être qu'on fait parler les chiffres d'une certaine manière. C'est à débattre. Samuel est docteur en sciences économiques, il est chercheur associé au LARGE, je le laisserai développer bien mieux que moi ce qu'est le LARGE, et il a accepté, après quelques insistances de ma part, d'ouvrir la saison dans cette salle, ce qui n'est pas toujours facile. Donc je le remercie chaleureusement, je lui souhaite bon courage et puis surtout, je compte sur vous pour le débat, un débat qui est enregistré ce soir et qui sera bien sûr disponible à la médiathèque. Voilà, merci à vous. Bonsoir tout le monde et merci Manu pour cette présentation. Bon, pour ceux qui sont venus pour les guitares, moi je ne sais pas jouer, donc je plaisante. Donc moi je ne vais pas jouer de la guitare, mais je vais vous présenter donc, des résultats sur des recherches que l'on fait sur les inégalités en Nouvelle-Calédonie. Donc merci au Centre culturel donc, de permettre de présenter ces résultats, même s'il faut l'insister pour que ces résultats soient présentés. Et merci également à vous tous d'être venus nombreux donc, à cette conférence. Donc, comme Manu disait tout à l'heure, en fait, je suis chercheur associé au LARGE, c'est le laboratoire de recherche juridique et économique à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, il y a une partie des résultats qui vont être présentés ce soir, ce seront des résultats qui sont tirés de ma thèse, et l'autre partie des résultats, c'est des résultats tout récents que l'on vient de sortir avec Catherine Riss, qui est également maître de conférence à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, et qui est actuellement en Nouvelle-Zélande pendant 1 an. Donc alors, la présentation de ce soir, on va partir des inégalités
Et ce que je vais vous proposer de faire, c'est de voir d'abord toutes les variables qui font que nous avons des inégalités donc, dans ce pays. Et puis après, on fera un focus vraiment sur les inégalités ethniques. Alors, j'avais présenté dans d'autres conférences les inégalités ethniques plutôt des réussites scolaires et des revenus, des salaires. Ce soir, ce que je proposais, c'est plutôt de faire ce qui est de la probabilité d'être employé, donc de trouver un emploi. Et donc, on ne va pas revenir, ou très peu, sur le reste. On pourra débattre sur les inégalités de réussite scolaire et de revenus, mais le focus de ce soir, ce sera uniquement sur la probabilité d'obtenir un emploi. Alors, donc, pour rappel, hein, la Nouvelle-Calédonie est un pays riche. Alors, quand on dit un pays riche en économie, c'est bon, les milliards que l'on produit, donc les milliards de valeur ajoutée que l'on produit dans le pays. Donc, moi, je vais vous présenter simplement quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée de la richesse qu'il y a dans ce pays. Donc, en 2010, c'est les derniers chiffres de l'ISEE, donc on produit 812 milliards donc, de richesse en Calédonie. Et on a un PIB par habitant qui est supérieur de 33% à celui de la Nouvelle-Zélande. Donc, on est censé donc avoir un niveau de vie supérieur. On a un IDH, donc c'est l'indice de développement humain au 34e rang mondial donc sur 177 pays. Donc, vous voyez qu'on est dans le top. Donc, par contre, donc, on a un taux de chômage qui, si on prend le sens de l'ISEE, donc on est à 14%. Si on prend le sens de l'IDCNC, donc on est à 7%. La différence, c'est que dans les déclarations de l'ISEE, c'est ce que l'on déclare être au chômage ou pas, et l'IDCNC, c'est si on recherche activement un emploi. C'est un peu ça la différence. Donc on est quasiment au plein emploi si on prend les chiffres de l'IDCNC. Bon, on va peut-être passer l'indice de Gini parce qu'il est un peu compliqué, mais disons que si on prend les déciles, on se rend compte que effectivement, on produit énormément de richesses, mais les 10% les plus riches gagnent quasiment 8 fois plus que les 10% les plus pauvres, alors que le rapport, il est que de 3,6 en France. Donc, on va essayer de, voilà, c'est quelques chiffres pour vous donner un peu des inégalités que l'on a ici. Si on prend le seuil de pauvreté relatif, donc le seuil de pauvreté relatif, donc c'est 50% du niveau de vie médian. Hein. Donc c'est relatif, donc ça veut dire que dans un pays riche, ce seuil sera plus élevé que dans un pays pauvre. Donc quand vous prenez les 50% des revenus du niveau de vie médian et que vous voyez qui sont les ménages qui sont en dessous, donc vous vous rendrez compte qu'il y a 17% de ménages qui sont considérés comme pauvres entre guillemets et qui vivent en dessous du seuil de pauvreté relatif. Donc c'est relatif, hein, donc 72 000 francs par mois par unité de consommation. Et donc c'est 53 000 personnes. Vous avez 17% en Calédonie. En France, si vous prenez ce seuil de pauvreté relatif, vous êtes à 8%. Donc vous voyez bien qu'il y a une grosse différence donc, en Calédonie, donc de grosses inégalités. Et donc on va s'attacher à essayer à donner quelques explications. Alors nous, le but de ce soir, c'est que bon, on peut s'attarder sur beaucoup d'explications, mais là, on va s'attarder sur une des explications qui sera donc les inégalités ethniques. Alors, donc d'où proviennent ces inégalités? Donc, évidemment, ici, on parle beaucoup de rééquilibrage, donc on se rend bien compte que quand on vit dans des zones géographiques où il n'y a pas beaucoup d'emplois, forcément, on a moins de probabilité d'avoir un emploi, on a moins de revenus, etc. Donc évidemment, la zone la plus attractive, la plus dynamique économiquement, donc étant le Grand Nouméa. Donc pour juste quelques chiffres, hein, le taux d'emploi en province sud, il est de 58%, le taux d'emploi, il est de 45% en province nord et 37% en province des îles. Donc évidemment, quand vous vivez en province des îles ou en province nord, vous avez évidemment moins de probabilité d'obtenir un emploi que si vous êtes en province sud, où là vous avez toutes les activités, la majorité des activités du pays qui y sont. De la même façon, quand vous prenez les actifs occupés, donc vous avez 80% des actifs occupés qui sont en province sud, donc ça quasi totalité donc en province sud, contre 14% uniquement en province nord et 4% en province des îles. Donc encore une fois, hein, le actif occupé, c'est ceux qui sont employés, quoi, grosso modo. Hein. Donc face à ce grand déséquilibre, évidemment, quand vous étudiez les inégalités, vous êtes obligé de prendre en compte ces différences géographiques dans vos modèles, en fait. Après, évidemment, vous avez des secteurs d'activité. Si vous travaillez dans l'agriculture, évidemment, vous auriez des revenus inférieurs à ceux qui travailleraient dans la mine, même si vous auriez des niveaux d'études pas si différents.
De la même façon, donc, si vous prenez les chiffres des tableaux économiques de l'ISEE, tableau de l'économie calédonienne, pardon, le TEC 2011, donc vous verrez qu'en moyenne, les salariés du privé donc, gagnent moins que les salariés du public, donc 246 000 francs par mois contre 380 000. Donc évidemment, le secteur d'activité, mais aussi le fait d'être dans le public ou dans le privé, ça change. La taille de l'entreprise aussi. Travailler à la SLN, c'est pas pareil que travailler dans une petite entreprise minière. Donc plus la taille de l'entreprise est élevée, plus vous auriez des salaires élevés. Mais l'un des principaux facteurs donc, qui explique les différences de revenus, de probabilité d'emploi, etc., c'est évidemment le niveau d'études. C'est vraiment en fonction de votre niveau d'études que vous trouverez plus facilement un emploi ou que vous aurez des revenus plus élevés. De façon générale, en moyenne. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, encore une fois, si vous prenez les chiffres de l'ISEE de 2010, 41% donc, des demandeurs d'emploi n'ont pas de diplôme ou non que le BEPC. Donc évidemment, quand vous faites vos modèles, c'est partout, quasiment partout pareil. Hein, plus vous avez un diplôme élevé, et plus vous trouvez facilement des emplois et plus vous avez des revenus élevés. Donc évidemment, si dans certaines populations, vous avez des niveaux d'études inférieurs à un autre groupe ethnique, par exemple, forcément, vous aurez des revenus et des probabilités d'emploi inférieures. Donc évidemment, après, il y a la caractéristique des emplois. Vous pouvez avoir des niveaux d'études équivalents, mais dès l'instant où on vous a fait confiance dans une entreprise, vous passez, vous avez des promotions, etc. Effectivement, ça change vos revenus, que ce soit les catégories socio-professionnelles, mais aussi ça dépend du type de contrat que vous avez. Donc, si vous êtes en CDD, en CDI, etc., à temps partiel ou pas, etc. Donc, il y a énormément de choses aussi dans les caractéristiques de l'emploi qui font les différences. Vous avez également les genres. En Calédonie, on ne fait pas exception. Donc, les femmes dans le secteur privé gagnent 19% de moins que les hommes. Donc ça, c'est les chiffres de l'ISEE, encore une fois. Et vous voyez que la différence est différente selon le secteur. Donc 5% dans l'agriculture contre 27% dans les services. Donc ça, c'est encore une fois les chiffres du TEC 2011. Et cette différence est de 23% dans le public. Moi, j'avais fait dans ma thèse sur un échantillon de 1900 individus de 18 à 30 ans donc en province nord, j'avais trouvé que l'écart, quand on prend en compte toutes les caractéristiques que l'on peut observer, que ce soit la zone de résidence, niveau d'études, etc., on trouve que les femmes perçoivent des revenus 12 fois inférieurs à celui des hommes. Et à titre de comparaison, en France, on a 15%. Et puis, il y a l'ethnie aussi qui joue un rôle. Quand vous prenez les chiffres de l'ISEE, donc en 2011, 71% des Européens. Donc, le taux d'emploi des Européens est de 71%. Celui des Kanaks est à 45%. Les Kanaks contribuent, donc sont à 37%, et ceux dans les zones urbaines sont à 54%. Si vous prenez aussi le taux de chômage, donc vous voyez que les Européens donc, sont à 4% de chômage à titre de l'ISEE. Donc ça, c'est la définition de l'ISEE. Donc 4% pour les Européens contre 26% pour les Kanaks. Sur la thèse que j'avais faite aussi, j'avais une base de données où je pouvais calculer des différences de salaire. Et donc, encore une fois, en contrôlant avec les niveaux d'études, les zones de résidence, etc., on arrivait à la conclusion que les Kanaks avaient un salaire inférieur de 17% aux non-Kanaks. Donc ça, c'est le résultat de la thèse que je ne vais pas présenter là. Ce qu'on va présenter là, c'est plutôt le travail qu'on a fait avec Catherine Reiss, donc qui va être publié bientôt, donc, sur les probabilités, des différences de probabilité d'emploi. Alors, donc nous, avec tous ces facteurs-là, évidemment, on peut se concentrer sur un autre. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est d'attaquer donc ce qui est des inégalités ethniques et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut expliquer les différences. Est-ce que, comme je disais tout à l'heure, si on a un groupe ethnique qui a disons que des sans diplômes, et dans l'autre groupe ethnique, on n'a que des ingénieurs, évidemment, ce ne sera pas forcément la différence ethnique qui fait qu'on a moins de revenus ou moins de probabilité d'avoir un emploi, mais plutôt parce que les uns sont ingénieurs et les autres sont sans diplôme. Donc c'est un peu ça l'idée, hein. On essaie de voir, on va prendre des groupes différents
Et puis on va essayer de voir si on tient compte de toutes les caractéristiques que l'on peut observer, parce qu'il y aura un gros souci aussi au niveau des bases de données que l'on aura. Est-ce qu'on a toujours une différence ethnique quand on prend toutes ces variables explicatives? Donc alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme les autres, hein, ce qui se fait en Australie, en Nouvelle-Zélande. Bon, on va se focaliser sur ces deux pays-là parce que c'est les pays qui ressemblent le plus à la Calédonie. Et donc, il y a énormément d'études qui ont été faites sur le sujet. Bon, là, j'en cite quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, évidemment, là, les résultats sont toujours les mêmes, hein. Les aborigènes et les Maoris ont des taux d'emploi, des revenus, des niveaux d'études très inférieurs aux non-autochtones de leur pays. Après, évidemment, certains auteurs essaient d'expliquer, essaient de faire diminuer cette différence ethnique en tenant compte des facteurs, que ce soit le niveau d'études ou la zone de résidence, par exemple. En ce qui concerne la Calédonie, donc les études qui ont été faites sur le sujet, donc vous avez le FRES 95 qui montrait pour la période 80-81 que les ménages Kanak avaient des revenus 3 fois inférieurs aux non-Kanak. Récemment, donc l'INSERM montrait sur un échantillon de 1400 jeunes, donc de 15 à 24 ans, que le taux de chômage des Kanaks était de 38% contre 9% pour les Européens. Donc ça, c'est une population jeune. Par rapport au chiffre de l'ISEE tout à l'heure, c'est une population plus jeune. L'OSAS, donc sous la direction de Pascal Cotrores, avait fait une étude. C'est d'ailleurs à partir de cette étude que j'avais fait les régressions pour la thèse. Donc montrer que les Kanaks avaient des revenus inférieurs, aussi des probabilités d'emploi, etc., inférieures aux non-Kanaks, et c'est focalisé sur la province Nord uniquement. Et pour l'ISEE, c'est les chiffres récents que je vous avais montrés tout à l'heure. Donc le taux d'emploi des Européens à 71% et 45% pour les Kanaks. Donc avec une différence tribu ou zone urbaine. Donc il y a beaucoup d'études, enfin quelques études qui ont été faites. Nous, la différence dans ce que nous on fait et les autres études, c'est que nous on va essayer de faire des modèles économétriques. Et pourquoi on fait des modèles? C'est parce qu'on essaie de prendre en compte en même temps tous les facteurs que l'on peut observer. On mettra le sexe, l'âge, la zone de résidence, etc. Et c'est juste ça l'apport du modèle, c'est qu'on peut raisonner toutes choses égales par ailleurs. C'est un peu ça l'idée. Donc là, c'est encore les derniers chiffres que c'est téléchargeable sur Internet, hein, ces données. Sur le site de l'ISEE. Donc ici, vous voyez le taux de chômage donc en 2009 de 4% pour les Européens, ici en rouge, hein, et 26% pour les Kanaks. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, vous n'avez pas de grande différence entre 89 et 2009. Donc 20 ans plus tard, on est quasiment au même niveau de chômage. Donc évidemment, après, le taux de chômage, après vous avez des inégalités dans les CSP, évidemment, si être au chômage ou pas, c'est une chose, mais après, dans les entreprises, vous avez les actifs Kanaks sont très largement en bas de l'échelle. Donc là, il y a juste quelques exemples. 3% des actifs Kanaks sont 4 contre 13% pour les non-Kanaks et 20% pour les Européens. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est que, donc, comme je le disais tout à l'heure, là, on va pas se focaliser sur les revenus ni les niveaux d'études. Nous, on va regarder uniquement la probabilité d'avoir un emploi. Alors, donc, pour la méthodologie, donc, théoriquement, quand est-ce qu'on va pouvoir parler de discrimination? C'est quand on pourra avoir, donc, toutes choses égales par ailleurs, il n'y a que la différence ethnique qui fera la différence soit de revenus, soit de probabilité d'emploi. Ici, c'est probabilité d'emploi. Donc, il faut être capable d'isoler le facteur ethnique. Et c'est ça toute la difficulté, en fait, parce que des facteurs, vous pouvez en trouver des tonnes. Mais disons que théoriquement, l'idée, c'est que si on réussit à avoir tous les facteurs des individus, que ce soit leur niveau d'études, encore une fois, leur zone de résidence, leur motivation, leur expérience, etc. Si vous arrivez à avoir toutes ces variables et que vous vous rendez compte que si deux individus, ils ont tous le même niveau d'études, la même zone de résidence, la même expérience, etc., mais uniquement parce que l'un est Kanak et l'autre est non-Kanak et qu'ils ont des probabilités d'emploi différentes, alors là, vous pouvez commencer à vous poser des questions sur ce qui est de la discrimination. En théorie, si on a tout ça, on aura la discrimination. Et donc après, le modèle économétrique qui est derrière, c'est juste qu'on calcule des probabilités d'avoir un emploi en fonction des variables que l'on a réussi à observer. Donc c'est ça ce que l'on a fait.
Alors, encore une fois, en théorie, ça marche très bien. Dans la pratique, on a le souci, c'est les bases de données que l'on aura. Alors, encore une fois, on doit avoir en théorie le niveau d'études, l'expérience, la motivation, les cheveux jaunes, les cheveux rouges, enfin tout ce que vous voulez. Dans la pratique, on a difficilement des données ou des bases de données où on a toutes ces informations. Il y a des bases de données, par exemple, à l'INSEE, en France, c'est type enquête emploi, où là, on a beaucoup plus d'informations, etc. Ici, on ne les a pas. Et même si on a ces données-là en France, on ne peut pas de toute façon avoir certaines données qui sont souvent mises en avant, comme par exemple la motivation des individus, mais aussi le fait d'être présentable, par exemple, dans un entretien d'embauche, et qui fait que vous faites la différence. Donc voilà. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il faut, dès l'instant où, même si on n'a pas toutes les données les plus précises, dès l'instant où on a un échantillon représentatif qui est de grande taille, en fait, on atténue les particularités. Grosso modo, l'idée, c'est que si vous prenez que 2-3 individus et que vous avez des particularités, je ne sais pas, l'autre il est rasta, l'autre il a des cheveux rasés, etc. Là, vous verrez la différence, elle peut se jouer. Mais si vous prenez sur 800 individus, 1000 individus, 10 000 individus, cette différence-là, elle est beaucoup plus atténuée en fait. Et c'est pour ça que c'est la loi des grands nombres. Le fait de prendre des grands échantillons représentatifs, ça nous permet de pouvoir raisonner sur certaines variables observées, sans forcément se focaliser sur les autres. Donc les données exploitables que l'on a, donc moi je vais juste vous donner 2-3 résultats de la thèse à partir des chiffres de l'OSAS, de la base de données de l'OSAS. Et après ce qu'on a fait avec Catherine Rey, c'est sur la base de données de l'ISEE. Et je vais vous donner un peu les chiffres que l'on obtient. Alors sur l'estimation que l'on a fait de la probabilité d'avoir un emploi, donc en raisonnant encore une fois toutes choses égales par ailleurs, donc sur les données de l'OSAS qui concernent la promesse Nord, 1901 individus de 18 à 30 ans. Donc on va contrôler, donc encore une fois, on contrôle ici avec des variables qui sont, disons, les plus classiques, mais on n'a pas toutes les variables que l'on pourrait, ou que l'on, en théorie, avoir. Donc là, je vous cite les variables que l'on a mis dans le modèle. Donc les zones de résidence, tribu hors tribu, province, etc. L'âge, le sexe, l'ethnie, le niveau d'études. En sachant évidemment que logiquement, c'est avant tout le niveau d'études qui impacte votre probabilité d'avoir un emploi. Alors les résultats de l'estimation, nous, ce qu'on a fait ce que j'ai fait en 2011, j'avais distingué tribu hors tribu parce que c'est un échantillon de la province Nord et ça avait beaucoup de sens là-bas. Donc ce qu'on constate, c'est qu'un habitant hors tribu avait moins 25% de probabilité, un Kanak en tribu, pardon, avait moins 25% de probabilité d'avoir un emploi relativement à un non-Kanak. Un Kanak qui habite en zone urbaine avait moins 6% de probabilité d'avoir un emploi par rapport relativement toujours à un non-Kanak. Donc la différence entre tribu hors tribu, elle s'explique beaucoup par les distances, par le fait d'avoir difficilement accès aux informations, aux offres d'emploi, etc. Parce que vous avez des tribus très isolées, évidemment, ça a un impact sur les informations qu'ils reçoivent des emplois, par exemple. Alors, une des interprétations principales que l'on avait tirées à l'OSA, c'est que c'est le rôle des réseaux, dans la mesure où on n'a pas facilement accès aux demandes d'emploi, les réseaux jouent un rôle très important. Et on a constaté, l'OSAS a constaté donc à ce moment-là que 51% des individus ont trouvé leur emploi par leur réseau. Or, donc, évidemment, il y a certains groupes ethniques qui auront des réseaux qui sont beaucoup mieux connectés au monde de l'entreprise que d'autres. Évidemment, là, les Kanaks, dans la mesure où ils ont accédé tardivement au monde du travail, etc., ils ont des réseaux qui sont moins connectés au monde de l'entreprise. Donc pour rappel, dans la base de données, on a 44% des Kanaks qui ont travaillé en 2005, en 72%, c'est quasiment la même chose que les chiffres de l'ISEE sur toutes les provinces. Donc ça, c'est ce qu'on se trouve sur la base de données en province Nord. Alors nous, ce qu'on a fait avec Catherine Rey, c'est qu'on avait une base de données de l'ISEE. Alors, on a pris de cette base de données un échantillon aléatoire représentatif de 50 897 individus.
donc en âge de travailler, donc de 15 à 64 ans. Évidemment, on retire, après on retire les étudiants, les retraités, voilà, on a fait gaffe à ce genre de choses qui risquent de fausser nos résultats. Alors on fait la régression pareil, un peu de la même façon, et on estime la probabilité d'avoir un emploi à partir, donc évidemment, des variables dont on dispose. Alors les variables dont on dispose, c'est quasiment les mêmes. Donc la zone de résidence, l'âge, le sexe, l'ethnie et le niveau d'études. Et encore une fois, c'est des variables classiques. C'est des variables qui sont faites. Les Néo-Zélandais font la même chose, les Australiens font pareil. Évidemment, si on a des données où on peut aller plus loin, ce serait évidemment mieux. Alors les résultats que l'on obtient sont pas si différents de ce qui avait été obtenu en 2011. Donc, les Kanaks ont 6,6 points de pourcentage donc de probabilité en moins d'obtenir un emploi. Donc c'est toujours bon. Évidemment, les résultats que je donne sont significatifs à 1,5%. Bon, statistiquement significatif, bon, c'est juste une façon de dire que la différence, en fait, elle est significative. C'est juste si vous avez des échantillons où vous avez des différences, mais en fait c'est dû à votre population, au nombre de gens, vos différences, en fait, elles ne veulent pas dire grand-chose. Dans l'instant où vous avez des résultats qui sont statistiquement significatifs, donc là, ça vous permet de dire que la différence, en fonction de votre niveau, de votre population, etc., elle est réelle. Alors, ce qui est intéressant de noter là, c'est que nous, on a pris les mêmes variables que d'autres dans d'autres pays. Et là, par exemple, sur la Nouvelle-Zélande, vous avez des études, bon, il y a plein d'autres études qui ont été faites sur le sujet, mais par exemple, sur ce cas-là, Chappell, en 2000, prend exactement les mêmes variables. Nous, on prend les mêmes, mais sauf qu'à la fin, lui, il trouve qu'il n'y a plus de différence. La différence n'est plus significative entre les Maoris et les non-Maoris, en prenant exactement les mêmes variables. Alors, évidemment, on peut se dire que le cas de la Calédonie est très particulier, que ça peut expliquer ces différences-là, mais on peut se dire aussi que le fait de prendre les mêmes variables et de ne pas avoir des résultats, alors qu'on aurait pu, sur une population large, avoir des résultats qui ne sont plus significatifs, on peut se poser certaines questions, notamment sur qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence, cette différence ethnique est toujours maintenue. Est-ce que c'est forcément les variables omises, les variables qu'on n'a pas pu mettre dans le modèle, ou est-ce qu'il peut y avoir là potentiellement de la discrimination? Alors je précise pour le cas des femmes. Donc là, on va distinguer selon le genre, parce qu'il y a des résultats intéressants en distinguant selon le genre. Donc quand vous prenez les femmes, ils ont 14,8 points de pourcentage en moins de probabilité d'obtenir un emploi. Donc toujours pareil, significatif à 1%. Donc cette différence, elle est, pour le coup, là, c'est proche de certains résultats en France. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va distinguer selon le genre, parce qu'il y a d'autres études qui vont montrer que la différence est vraiment... Quand vous faites une différence Kanak, non-Kanak, ou Maori, non-Maori, ou aborigène, non-aborigène, il y a une grosse différence entre si vous prenez uniquement les hommes ou uniquement les femmes. Donc nous, on va faire la même chose. On va suivre une étude qui a été faite en 2012 en Australie, pour le coup. Alors, quand on distingue les hommes des femmes, on trouve que les hommes Kanak ont 11 points de pourcentage en moins de probabilité d'obtenir un emploi que les hommes non Kanak, donc significatif à 1%. Par contre, les femmes Kanak ont à peine 1,8, on va dire 2%, 2 points de pourcentage en moins de probabilité d'obtenir un emploi que les femmes non Kanak. Et là, c'est significatif pour le coup à 5%. Alors, c'est un résultat intéressant et difficile à expliquer pour le coup, parce que pourquoi est-ce qu'on aurait une différence aussi forte entre les hommes Kanak et les hommes non Kanak, alors qu'on a une différence plus faible entre les femmes Kanak et les femmes non Kanak? Ça, c'est intéressant à tenter d'expliquer. Alors, bon, on va revenir sur cette différence homme-femme. Ce qu'on va faire, c'est que là, ce qu'on a fait, c'est simplement des régressions, mais on sait qu'on a la différence entre Kanak et non-Kanak, mais on ne peut pas se dire si cette différence-là est due
quelle part est due exactement à nos variables que l'on a prises, et quelle est la part qui, pour le coup, est inexpliquée. Et c'est sur cette part-là que l'on va raisonner. On va essayer de voir si c'est vraiment des variables omises ou s'il y a de la discrimination ici. Donc on va suivre ce qui se fait dans la littérature. On va prendre des décompositions classiques qui sont faites ailleurs. Et alors la décomposition que l'on va faire, c'est encore une fois, c'est simplement pour distinguer la différence entre la probabilité d'emploi, d'être en emploi pour un Kanak et un non-Kanak, et on va faire quelle part est attribuable aux caractéristiques des individus, c'est-à-dire les variables que l'on observe, la zone de résidence, le niveau d'études, etc. Et quelle part est inexpliquée. Alors on met inexpliqué entre guillemets, comme ça on est couvert. Donc après, dans cette part inexpliquée, vous aurez une part qui sera due aux variables omises. Donc encore une fois, vous ne pouvez pas mettre la motivation, ça va être très difficile à faire. Vous ne pouvez pas mettre le fait d'être présentable ou je sais pas, plein de variables que vous pouvez trouver qui feront que l'on a plus accès à un emploi que les autres. Donc, dès l'instant où on aura la part inexpliquée, on aura à l'intérieur de cette part inexpliquée, c'est là où on aura le variable omise, ce que l'on n'a pas pu mettre dans le modèle, et la discrimination. Alors nous, on va suivre une décomposition d'un autre auteur, donc Sinning en 2008. Et on va admettre, bon ça c'est juste pour s'il y a des gens qui font un peu de statistiques, c'est qu'on va admettre que la situation normale, ce sera la situation des non-Kanak. En fait, l'idée c'est que bon, on va prendre un exemple, si on a deux individus qui font le 100 mètres et que vous en avez un qui arrive toujours avant, ou disons un groupe d'individus qui arrive toujours avant les autres, vous pouvez vous dire que soit ce groupe d'individus est dopé et que forcément c'est la référence en fait, ce serait celui qui arrive en dernier, soit vous dites qu'en fait la référence c'est celui qui arrive toujours devant et que celui qui arrive en dernier en fait c'est pas qu'il est dopé, c'est juste qu'il court avec un sac de ciment sur le dos et forcément il arrive toujours en retard parce qu'il a il part pas sur un même pied d'égalité. Donc nous, on admet, et c'est comme ça que c'est généralement admis dans les autres études, que la référence est la situation des non-Kanak. C'est-à-dire que si vous avez un niveau d'études pareil qu'un non-Kanak, vous obtiendrez les mêmes probabilités d'avoir un emploi ou les mêmes revenus, etc. Bon, c'est juste un point statistique, mais qui est important si vous faites ce genre de modèle. Donc après, on va faire aussi pour tous les groupes ethniques, et puis on va faire aussi la distinction selon le genre. Alors, ce qu'on va trouver, c'est que dans la différence de probabilité d'avoir un emploi entre Kanak et non-Kanak, sur les 50 000 individus, donc on trouve que 55% donc, de cette différence, donc 56% disons de cette différence, sont expliqués par les caractéristiques que l'on a prises en compte. Donc l'âge, le sexe, le niveau d'études et la raison de résidence. Bon, c'est surtout le niveau d'études qui fait la différence. Et 44% est inexpliqué. Donc, dans cette part inexpliquée, vous avez les variables non prises en compte et les discriminations. Alors, on peut se dire qu'ici, on n'a pas beaucoup de variables que l'on a prises en compte, mais encore une fois, si vous comparez ce qu'a fait Chappell en 2000 pour les Maoris, quand lui fait cette décomposition, il trouve qu'ici, on a 100% en fait, de la différence. Avec les mêmes variables, il trouve que 100% est expliqué par les variables que l'on a prises en compte. En fait, en Nouvelle-Zélande, comme ici d'ailleurs, pour les Kanaks, les Maoris sont une population très jeune, et la population très jeune a des niveaux d'emploi bien inférieurs aux autres, en fait. Et des niveaux d'études, évidemment, comme ici, les Kanaks inférieurs aux non-Maoris. Donc alors, l'interprétation des résultats, encore une fois, vous avez les variables omises, donc on n'a pas l'expérience. On peut se dire qu'on peut avoir les mêmes niveaux d'études, mais si certains ont réussi à faire des stages pendant l'été ou à travailler pendant l'été, ont plus d'expérience que les autres et arrivent sur le marché de l'emploi, donc avec de l'expérience et ont plus facilement des emplois. Vous avez aussi la motivation des individus. Vous pouvez vous dire que dans certains groupes ethniques, les individus sont plus motivés que d'autres ou plus présentables ou tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie donc, des points que les chercheurs dans le monde essaient de voir comment on peut mesurer la motivation. C'est quelque chose de compliqué à faire. Et c'est très compliqué aussi parce que ça devient subjectif en définitive. Hein.
Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est fait par exemple avec la Ligue des droits de l'homme sur les testings dans les boîtes de nuit. Si vous vous dites qu'être présentable pour une femme entrer dans une boîte de nuit, ne pas avoir de robe opinée par exemple, dans le testing qui a été fait, quand la femme kanak arrive en robe opinée, elle est refoulée parce qu'elle est mal habillée. Et quand avec la même robe opinée, une européenne arrive, elle est acceptée sans qu'on lui dise rien. Donc il y a toujours ces variables-là qui sont manquantes, sont pour le coup assez subjectifs. Donc c'est toujours à double tranchant parce que vous pouvez vous dire que finalement ces variables manquantes aussi, quelque part, il y a derrière de la discrimination ou en tout cas des différences ethniques fortes. Et il y a l'autre chose qui est important et qui on l'a montré déjà avec les résultats de l'OSA, c'est que les réseaux donc, pèsent lourd dans votre probabilité d'avoir un emploi. Les offres d'emploi ne passent pas forcément par les agences d'emploi. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le débat qu'il y a eu récemment entre la direction du travail et le MEDEF, où la direction du travail indiquait qu'il y aurait à peine 10% des emplois qui passeraient par les agences et que le reste, les autres emplois se font hors agence, donc plutôt par les réseaux. Donc évidemment, le MEDEF conteste ces chiffres. Le MEDEF dirait qu'il sera entre 30 et 50%, ce qui reste d'ailleurs élevé. Et donc les réseaux visiblement joueraient un rôle important donc, dans la différence ethnique parce que l'autre groupe ethnique a des réseaux bien implantés dans le monde de l'entreprise contrairement à l'autre. Et puis évidemment, la question qui peut se poser aussi, c'est la possible discrimination que l'on aurait à l'encontre des Kanaks. Alors on fait cette distinction, cette décomposition donc, également entre les hommes. Et là, bon, on va prendre uniquement les hommes et après uniquement les femmes, donc on fait selon le genre. On fait pareil que d'autres chercheurs l'ont fait ailleurs dans le monde, donc, notamment en Nouvelle-Zélande et en Australie, pardon. Donc ce qu'on trouve donc, dans la différence ethnique, quand on ne prend uniquement les hommes, on trouve que 38% pardon, de la différence de probabilité est expliquée par les caractéristiques des individus, donc c'est ce chiffre-là, et 61% donc, qui est inexpliqué. Alors là, le chiffre de 61% est vraiment énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, quand je faisais les différences ethniques de revenus et que je trouvais un chiffre ici à 33%, avec beaucoup plus de variables, là j'ai quasiment mis le plus que j'ai pu mettre. Certains profs en France m'ont dit qu'avec les mêmes variables, le grand maximum qu'ils peuvent avoir, c'est à peine 10%, moins de 10%. Donc ça vous donne un ordre d'idée de ce chiffre de 61% qui est juste énorme. Encore une fois, en Nouvelle-Zélande, quand Chappell fait cette même distinction, il fait d'ailleurs avec les hommes aussi et les femmes, vous avez ici 100% au lieu de 38%. Donc ce qu'on a fait donc, avec les hommes, on va le faire aussi avec les femmes. Et là, la différence, elle est impressionnante et difficile à expliquer d'ailleurs. Donc on a toujours on prend uniquement les femmes donc, de toute la population, donc on est sur 25 000 individus. Et donc quand on fait la décomposition entre ce qui est expliqué par les caractéristiques des individus et ce qui est inexpliqué, donc vous trouvez que 77% sont de la différence entre une femme kanak et une femme non kanak est expliquée donc, par ces caractéristiques que l'on a prises en compte, et seulement 22% est inexpliqué. Donc ce qui est inexpliqué, encore une fois, c'est soit les variables omises, soit la discrimination. Alors pourquoi est-ce qu'on a une grosse différence entre hommes et femmes? Ça, c'est une grosse question à se poser. Et que les autres chercheurs aussi, en tout cas nous, on s'est appuyé sur une étude qui a été faite en Australie avec les aborigènes pour voir un peu cette différence entre hommes et femmes.
disons que la première explication que l'on peut donner, elle est mathématique, c'est simplement que la différence de genre entre les deux groupes n'est pas la même. Donc la différence de genre est moindre dans la population kanak, donc c'est moins 12 points en fait, que dans la population non kanak, moins 16 points. Et donc dans la mesure où chez les non kanak la différence est beaucoup plus élevée, même si les femmes kanak sont en probabilité en dessous, dans la mesure où vous comparez les femmes kanak des femmes non kanak, vous trouvez automatiquement, vous auriez une probabilité qui est une différence qui est moindre que si vous comparez les hommes kanak avec les hommes non kanak. Je ne sais pas si c'est assez clair. Mais disons que d'un point de vue mathématique, on peut expliquer en partie, mais en fait, on ne l'explique pas beaucoup parce que la différence, en fait, elle est qu'entre 12 et 16 points. Donc, en fait, vous auriez 4 points un peu à expliquer. Bon. Donc, mais en tous les cas, cette différence qui mathématiquement peut s'expliquer aussi. Alors l'autre explication, évidemment, c'est de se dire, c'est ce qui est beaucoup dit, notamment au sein de l'enseignement, etc., c'est que les femmes kanak seraient plus motivées pour trouver un emploi que les hommes kanak. Donc là, je cite le historiographe parce que je ne sais pas qui citer. Donc, vous avez donc une étude qui a été faite dans le historiographe en 2008 où il montre, ceux qui enseignent disent ils trouvent que les filles kanak sont beaucoup plus motivées que les garçons et qu'ils ont plus envie de réussir que les garçons. Donc ça peut être une explication aussi de se dire, comme je disais tout à l'heure, ils courent tous le 100 mètres, mais le fait que les autres arrivent avant, c'est parce qu'ils sont juste plus motivés ou dopés et ils font qu'ils arrivent avant. Donc ça, c'est une explication qui est plausible, hein, puisque vous avez chez les Kanaks ça c'est quelque chose que j'avais observé aussi dans les réussites scolaires. La différence de réussite scolaire entre Kanak et non-Kanak est beaucoup plus importante que la différence de réussite scolaire entre non-Kanak, hommes et femmes. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors pourquoi est-ce que les femmes Kanak sont plus motivées que les hommes Kanak? Ça, je passe. Je ne saurais pas expliquer. Mais il y a autre chose aussi, c'est que ça c'est une possibilité, mais l'autre possibilité, ça viendrait aussi des entreprises. Non seulement il y aurait une différence entre femmes kanak et hommes kanak, mais il peut aussi y avoir une différence au sein des entreprises, dans la façon dont les entreprises réagissent face à un homme kanak ou face à une femme kanak. Grosso modo, quand une entreprise en face d'elle, une femme kanak ou une femme non kanak, disons que la différence pour elle n'est pas très différente. Mais si l'entreprise en face d'elle, donc un homme kanak et un homme non kanak, là, elle fera très bien la différence. Alors pourquoi? Les explications, c'est difficile à expliquer, mais en tous les cas, il y a ce facteur-là jouerait aussi. J'hésite à parler des autres pays, mais il y a dans d'autres pays, certains l'expliquent par le fait qu'entre guillemets, hein, les hommes d'une population un peu, entre guillemets, rebelle, font plus peur que les femmes de cette même population. Donc il y aurait plus de facilité à travailler avec les femmes de cette population que les hommes, en fait. Donc voilà, j'ai essayé de faire un peu court pour qu'on puisse débattre là-dessus. Donc là, ça va faire 40 minutes que je suis en train de présenter. Donc je vais essayer de conclure sur ces aspects-là pour qu'on puisse après faire un débat. Donc encore une fois, expliquer les inégalités dans ce pays, il y a énormément de facteurs, donc que ce soit les zones géographiques, les niveaux d'études, etc. Nous, ce qu'on a essayé de faire dans le modèle, c'est qu'on prend en compte tous ces facteurs dans la mesure du possible et on les intègre dans les modèles, et dans la mesure où on l'a dans le modèle, on peut raisonner toutes choses égales par ailleurs. Et donc on tente en définitive d'isoler le facteur ethnique, dans la mesure du possible, encore une fois. Donc quand on dit qu'il y a une différence de probabilité d'obtenir un emploi, c'est qu'on est vraiment toutes choses égales par ailleurs à partir de nos variables. Donc on a le même sexe, même âge, même zone de résidence, même niveau d'études, etc. Donc c'est toujours comme ça que l'on raisonne, et c'est ce qui fait la valeur ajoutée du modèle économétrique.
évidemment, dans nos modèles et dans la base de données, dans les bases de données dont on dispose, on n'a pas toutes les variables et les variables omises font que logiquement, on réussirait à diminuer fortement, enfin fortement, ça reste à voir, mais en tout cas, on réussirait à diminuer les différences ethniques si on arrive à avoir, par exemple, l'expérience et la motivation, comme je disais tout à l'heure. Et évidemment, des facteurs comme la motivation, ça peut être très subjectif, mais si on arrive à le mesurer donc dans les bases de données, à les avoir dans une base de données, on pourra évidemment les prendre en compte et raisonner, encore une fois, toutes choses égales par ailleurs. Donc la question des variables omises, elle se pose. Et puis une autre chose qui, à mon avis, reste très important, c'est l'importance des réseaux. Donc les emplois ne passent pas forcément par les agences, donc que ce soit des agences provinciales. Hein. Chaque province a son agence. Donc dans la mesure où les emplois ne passent pas forcément, les offres d'emploi ne passent pas forcément par les agences, vous auriez forcément une inégalité forte entre les individus dans l'accès à l'information et aux offres d'emploi en fait. Et dans la mesure où, donc ça Fraisse l'explique très bien, mais Grosjean aussi en 2007 je crois l'explique bien, que le fait que les Kanaks se rentrent très tardivement dans le monde de l'entreprise font qu'ils ont une relation parfois problématique avec le monde de l'entreprise, mais aussi dans la mesure où ils sont entrés tardivement, ils n'ont pas tous les réseaux qu'ont les autres groupes ethniques sur le marché de l'emploi. Et donc, encore aujourd'hui, on a des taux d'occupation. Donc, il y a des modèles, bon, je ne vais peut-être pas parler de ces modèles, mais qu'on montre que quand on a des groupes ethniques qui ont des taux d'occupation et des taux d'emploi élevés, et que les entreprises font des offres d'emploi, parfois ça passe par les réseaux des employés en fait. Et si vous avez un groupe ethnique où vous avez beaucoup plus de gens qui sont en emploi, forcément ils vont utiliser les employés peuvent être des relais pour relayer l'information sur les offres. Alors que si vous avez un groupe ethnique où là où vous n'avez pas beaucoup accès aux emplois, forcément vous aurez moins d'informations sur les offres en place. Donc évidemment, ici, c'est la population kanak qui sera pénalisée par l'importance des réseaux. Après, l'élément intéressant de cette étude que l'on a faite avec Catherine Riss, c'est la grosse différence entre les genres. Donc entre les hommes kanak qui ont une probabilité très inférieure d'obtenir un emploi que les hommes kanak par rapport à cette différence qu'il y a entre femmes kanak et femmes non kanak. Donc ça, c'est un élément intéressant sur lequel on pourra débattre aussi. La première explication, évidemment, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est une différence qui est moindre entre le groupe kanak et le groupe non kanak. Donc mathématiquement, ça peut s'expliquer. Et puis l'autre explication, ce serait que les femmes kanak seraient plus motivées. Ça se voit bien à l'école, hein, au niveau scolaire. Et puis évidemment, l'autre explication, ce serait de dire que finalement, les entreprises préfèrent les femmes kanak aux hommes kanak. En tout cas, elles font moins la différence en fait, quand ils sont face à un homme ou à une femme de l'autre ethnie. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à creuser. Pour l'instant, on ne s'est pas arrêté sur l'interprétation. C'est vraiment des questions que l'on se pose et qu'il va falloir creuser encore pour voir pourquoi il y en a une telle différence. Alors, il y a beaucoup de choses à approfondir à ce niveau-là. Alors, l'une des choses que l'on n'a pas en Calédonie, par exemple, c'est ce qui est enquête emploi de l'INSEE, où là, vous auriez beaucoup de données sur le marché de l'emploi, et malheureusement, on n'a pas ça. Donc, on a des difficultés à travailler sur la base de données, parce que nous, on a une base de données qui est recensement, et donc on n'a pas toutes les informations qui sont orientées économie, en fait. Il y a aussi des indicateurs santé que l'on n'a pas et qu'on aurait pu mettre. Il y a beaucoup d'indicateurs, notamment pour les femmes, par exemple, pourquoi elles seraient moins en emploi que les hommes. Une des explications qui est importante et qui est montrée dans beaucoup de pays, c'est le fait d'avoir un enfant en bas âge ou pas. Donc, et là, ça joue énormément sur le taux d'emploi des femmes, en fait. Dans l'instant où ils ont des enfants en bas âge, en général, ils font, entre guillemets, des pauses avant de reprendre un emploi. Évidemment, l'expérience aussi joue énormément. Alors,
sur les indicateurs donc, qu'il faudrait avoir et à creuser, vous avez aussi énormément de choses qui sont subjectives, entre guillemets, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la motivation, par exemple, ou le fait d'être présentable. Encore une fois, je vais reprendre par exemple l'exemple de la robe opinée tout à l'heure. Quand la Ligue des droits de l'homme a essayé de faire a fait le testing, pour que les individus on ait la différence uniquement ethnique, il faudrait que tout ce qui est vêtements, tout ce qui est le fait d'être pas alcoolisé, etc., soit exactement la même. Donc il faut, si vous arrivez à avoir l'égalité parfaite pour tous les autres facteurs, vous n'avez que la différence ethnique qui fait que l'autre entre dans la boîte et l'autre n'entre pas. Donc c'est un peu ça, l'idée, on fait la même chose statistiquement pour le taux d'emploi. Après, vous avez, comme je disais tout à l'heure pour la robe opinée, pourquoi est-ce que si on a une femme kanak avec une robe opinée qui n'entre pas et une femme non kanak qui avec une robe opinée entre, mais si vous avez statistiquement dans votre échantillon la grande majorité des femmes kanak qui portent des robes opinées et chez les non kanak à peine 1% qui emportent des robes, donc vous pourriez dire qu'en fait c'est à cause la différence elle se fait à cause des robes opinées. Parce qu'on fait une erreur dans la mesure où certains groupes ethniques ont des comportements différents que les autres en fait. Et or, si vous arrivez à montrer que le fait que l'autre porte une robe opinée, ça n'a pas d'impact sur le fait d'entrer dans une boîte, là vous arrivez à distinguer les deux. Et la grosse difficulté que l'on a pour la population kanak, c'est de pouvoir dire qu'est-ce qui fait que c'est uniquement une robe opinée, uniquement culturelle, ou qu'est-ce qui fait que c'est juste la couleur de sa peau ou autre chose. Donc c'est ça la différence. Je ne sais pas si c'est très clair dit comme ça, mais vous avez énormément de difficultés également à distinguer ce que vous pourriez qualifier de culturel, la timidité ou ce que vous voudrez, et ce qui fait la couleur de sa peau en fait. Est-ce que tous les Kanaks sont timides? Ça, c'est une question à se poser. Mais en tous les cas, c'est la différence. Si vous aviez des comportements différents entre deux groupes ethniques, est-ce que c'est l'ethnie qui fait la différence ou c'est le comportement? Ça, c'est extrêmement difficile à mettre en évidence aussi. En tout cas, ce qu'il faudrait retenir, à mon avis, parce que parfois on se pose la question, oui, on fait de la recherche et finalement, quelles sont les orientations que l'on pourrait donner à partir de ce genre de recherche. Je crois que l'importance des réseaux, c'est vraiment quelque chose à retenir et que le rôle primordial des agences pour l'emploi, en tout cas des agences publiques qui permettraient de centraliser l'information. Si les emplois passent en majorité de bouche à oreille ou par des réseaux, la différence ethnique, elle restera forte parce que ce sera toujours la population qui a le moins accès à l'emploi qui en pâtira. Et parce qu'on a une asymétrie d'information, une différence d'information entre une population et une autre. Et donc ça, c'est en théorie avec l'emploi local, c'est censé passer obligatoirement par les agences. Dans la pratique, ça l'est beaucoup moins. L'autre chose à retenir, mais bon, que j'ai peut-être pas suffisamment insisté là-dessus dans cette présentation, c'est vraiment d'abord le niveau d'études qui vous fait la différence entre votre probabilité d'avoir un emploi ou d'ailleurs votre revenu, etc. Et ça on le montre très facilement en faisant les décompositions comme je l'ai montré tout à l'heure. C'est avant tout le niveau d'études qui fait la différence. Et donc, dans la mesure où le niveau d'études est important, vous avez un rôle primordial de l'école calédonienne. Si l'école calédonienne n'arrive pas à former tout le monde de la même façon, en tout cas tous les groupes ethniques de la même façon, vous aurez toujours des inégalités à la sortie de l'école. Donc ça reste aussi une question en suspens et qu'il faudrait que certains s'en occupent pour nous. Donc voilà un peu pour la présentation. J'espère que s'il n'y avait pas beaucoup de chiffres, enfin j'espère. Et puis, je suis à vos dispositions pour les questions. Merci. Alors, des micros sont à votre disposition de part et d'autre de la salle, si vous n'êtes pas trop assommé par tous ces chiffres. Est-ce que la digestion se passe bien ? Bonsoir, j'ai une question justement qui nous ramène aux chiffres.
parce que les résultats nous laissent un petit peu sur notre faim. On a envie de connaître les interprétations. Et je voulais savoir justement ce qui avait déjà été fait dans le domaine plus particulier des sciences sociales, de la sociologie, pour expliquer les différences qui sont statistiques et ce qui était peut-être aussi prévu. Voilà. Et je crois qu'il n'y a pas de faculté, enfin, la faculté de droit et d'économie n'a pas de département sciences sociales, je crois. J'aurais aimé avoir une réponse là-dessus aussi. Vous parlez de la faculté ici à Nouville, oui. Le laboratoire du large est censé avoir en tout cas de l'économie, mais après vous aviez logiquement les géographes qui font un peu des choses, mais sinon c'est l'IRD, on n'a pas de sociologie, et c'est ça la question. L'IRD fait un peu des choses là-dessus, enfin, beaucoup ethno d'ailleurs. Sur la première question sur l'interprétation, alors c'est difficile, parce que c'est vrai que quand on fait des maths comme on fait là, on s'attache souvent à l'explication mathématique, et c'est pour ça que tout ce qui est variable omise, j'arrête pas de le répéter, parce que c'est en théorie et ça expliquerait beaucoup. Ça explique en partie les choses. Après, sur les différences de comportement entre, par exemple, les hommes et les femmes kanaks, on a les mêmes différences en Australie, par exemple, où on a... en Australie, c'est entre guillemets pire, hein, mais disons qu'ils obtiennent quasiment nous, on obtient les résultats avec moins de variables. Eux, avec beaucoup plus de variables, ils obtiennent toujours des résultats comparables en fait, à ce qu'on obtient ici. Donc, ce qui signifierait que la situation est entre guillemets pire là-bas. Mais la différence des comportements en Australie, elle est aussi... souvent, ils expliquent aussi par ces comportements avec des consommations un peu abusives d'alcool, etc. Il y a toute une littérature qui parle de tous ces problèmes sociaux à l'intérieur des familles aborigènes, etc. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs qui clairement disent que la probabilité d'aller en prison chez les aborigènes les hommes aborigènes est très importante, et ça peut expliquer en partie cette espèce de décalage ou de mise à l'écart par rapport au monde de l'emploi, etc. Évidemment, en Calédonie, on a moins cette chose-là. Moi, je crois beaucoup au fait et c'est ce que disent quand on avait présenté un peu les résultats à partir de l'OSAS, des résultats qui sont un peu comparables, hein, c'est pour ça que je reparle de l'OSAS. Au final, on a des résultats proches. Ce qu'ont dit certains maires, parce qu'on a présenté aux mairies, ce que disent certains maires, c'est qu'ils observent aussi, eux, chez eux, que les femmes sont beaucoup plus motivées et arrivent à monter des affaires, à faire des transports en commun, etc., ce genre de choses sur place. Et que probablement pour eux, mais là, je ne sais pas s'il y a des sociologues, etc., qui ont peut-être plus d'éléments là-dessus, mais c'est quelque chose... Certains l'expliquent par le fait que dans la mesure où dans le monde kanak, ils auraient une place, disons, moins valorisée que les hommes, ils obtiennent leur place, leur liberté sur le monde du travail, en fait, avec le fait d'être indépendante, etc. Et ça, c'est ce genre d'explication qui a été faite par certaines mairies. On a aussi dans la littérature des explications de ce genre dans d'autres endroits, en fait. Le fait que finalement le monde le salariat devient un outil de libération de la femme dans certains milieux. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Oui, en partie, merci. Et sinon, pour reformuler, ça c'est, disons, côté... personnes accédant à l'emploi ou n'accédant pas à l'emploi en l'occurrence, et ce qui est du côté plus discrimination, parce que j'imagine qu'il y a un facteur, ça fait partie des explications. Est-ce qu'il y a des enquêtes à ce sujet, des enquêtes prévues, des questionnaires, des sociologues qui s'intéressent à ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui est pas du tout, qui fait pas du tout l'objet d'études?
En Calédonie, à part quand on a commencé à travailler là-dessus, quand l'OSAS a commencé à travailler dessus en 2010, et j'avais continué pour la thèse, etc., il n'y en avait pas d'études spécifiques sur les discriminations. Après, est-ce que c'était volontaire, ça je ne sais pas, mais nous on a commencé à le faire vraiment tardivement, 2010, 2011, 2012, là-dessus. Moi, après, forcément, je prends parce que je suis économiste, je fais vraiment tout ce qui est maths, etc. Je n'ai pas les éléments pour ce qui est sociaux pour pouvoir ouvrir le débat, quoi. C'est assez compliqué. Moi, quand j'avais présenté, discuter un peu avec des sociologues sur ces résultats que j'avais obtenus en Calédonie, beaucoup m'ont dit, mais finalement, et c'est aussi ce qui est dit parfois en Nouvelle-Zélande, dans nos variables, dans ce qu'on a pris en compte, parfois la discrimination, elle est aussi à l'intérieur, mais on n'arrive pas à la dissocier en fait. C'est pour ça que c'est compliqué c'est compliqué de vraiment isoler le facteur ethnique. Par exemple, je vais changer de sujet. Si vous prenez le niveau de revenu, vous vous dites que c'est quelqu'un qui a monté, qui a une promotion, il est devenu cadre supérieur, et l'autre, alors qu'il avait le même niveau d'études que l'autre qui est resté cadre moyen, vous pouvez dire c'est le fait d'être cadre supérieur qui fait que l'on a un revenu supérieur. Mais certains sociologues m'ont dit mais le fait de passer de cadre moyen à cadre supérieur, ça peut aussi s'expliquer par par des comportements discriminatoires, etc. Donc ça c'est assez délicat et très difficile à le montrer. On reste prudent parce que quand je montre les résultats, je reste très prudent parce que c'est vraiment en théorie, on trouvera toujours des variables omises. J'insiste là-dessus parce que quand vous faites vos équations et que vous mettez l'équation, ça ne marche que si on a toutes les variables observées, en fait, observables. Mais dans la pratique, on n'a jamais toutes les variables. Et c'est ce qui fait que je reste prudent quand je parle de discrimination, en fait. Bonjour, c'était juste une précision par rapport aux ethnies. Vous avez parlé des Kanaks et des non-Kanaks. Est-ce que, sachant que parmi les non-Kanaks, il y a d'autres ethnies, est-ce que toutes les autres ethnies sont incluses dans ce groupe? Et la deuxième question, vous n'avez pas parlé, mais je ne sais pas, vous avez des chiffres sur des entreprises qui sont Kanaks, les entreprises non-Kanaks, le pourcentage? Alors, c'est vrai que nous, c'est souvent une question c'est souvent quelque chose qui nous est parfois reproché, de mettre dans le même groupe tous les non-Kanaks. En Calédonie, c'est moins problématique parce que le deuxième groupe le plus important, sont les Calédoniens d'origine européenne. C'est beaucoup plus problématique en Australie ou en Nouvelle-Zélande, par exemple. C'est vrai que nous on ne l'a pas fait parce qu'on a voulu faire comme les autres. Si on distinguait les groupes, vous aurez logiquement des différences encore. Si vous prenez les Européens et les Kanaks par exemple, la différence sera encore plus importante et vous aurez des probabilités qui exploseraient. Mais ce qui atténue les différences, effectivement, ce sont les autres groupes ethniques, notamment les Wallisiens, les Polynésiens, qui atténuent les différences entre Kanaks et non-Kanaks. Et il aurait fallu, effectivement, si on faisait avec uniquement les Européens, je me suis amusé un peu à le faire avec une autre base de données. Effectivement, la différence est beaucoup plus importante. Sur le fait d'avoir des entreprises qui sont Kanaks, entre guillemets, dans la mesure où on a une base de données qui est sur l'ensemble de la Calédonie, les 50 000 individus, là, ce qui pèse dans la base de données qui fait les résultats, c'est vraiment le Grand Nouméa, le Sud. Parce que c'est là où il y a la majorité de la population, etc. Donc, vous avez on n'a pas de chiffre pour pouvoir dire telle société est Kanak ou pas. Ces chiffres-là, on l'a pas.
Mais ça s'observe et les gens, je crois que c'est Segal, on le disait un peu, la grosse majorité évidemment des sociétés à l'échelle du pays est non kanak, ça c'est sûr. Vous avez quelques pôles et VKP en fait partie là, avec l'usine du Nord, où là vous avez de l'entrepreneuriat kanak et bon après des pôles aussi comme Agoro, où là vous avez des sociétés où les entrepreneurs, les promoteurs sont des kanak. Mais la grosse majorité, parce que VKP, ça explose, mais VKP c'est quoi? C'est 12 000 habitants et encore. On est à 12 000 parce qu'il y en a 7 000 qui font Vavuto, mais sinon on descendrait bas, quoi. Ça pèse vraiment pas grand-chose dans l'échantillon de façon générale. Et ça peut, effectivement, ça peut être aussi une façon, disons, de résoudre ces histoires de réseau. Parce que vous dites que si les Kanaks arrivent à avoir des sociétés, faire de l'entrepreneuriat, etc., ils développeraient des réseaux qui feraient qu'ils auraient plus facilement accès à certains emplois. Merci pour votre exposé que j'ai trouvé excellent, surtout sur le plan scientifique, c'est bien mené. Et il a l'intérêt aussi de corroborer, si je peux dire, un peu l'évaluation qui avait été conduite l'an dernier par des sociétés extérieures sur le rééquilibrage dans le cadre de l'accord de Nouméa, puisqu'on a pu voir à cette occasion que le rééquilibrage ne fonctionnait pas, ou était très insatisfaisant. Et l'emploi, c'est un des secteurs qui était concerné. Par rapport à ce que vous avez dit, je crois qu'effectivement, la question de la motivation est certes très subjective, mais est très culturelle aussi. Je veux dire par là que ce que l'on aurait peut-être intérêt à aujourd'hui approfondir, et d'abord le monde enseignant devrait peut-être un peu s'y attacher, c'est à connaître le mode de fonctionnement éducatif dans le monde kanak notamment, parce que j'ai jamais lu de description ni sur ce qu'il était, ni sur ce qu'il est en train de devenir. Vous savez, cette éducation en classe d'âge, qui fait que la grande sœur s'occupe de ceux d'en dessous, etc. Ce type d'éducation qui en même temps véhicule des valeurs, et ces valeurs en général ne sont pas du tout les mêmes que celles de la société occidentale, donc c'est important. Et je crois que tout ça, ça jaillit beaucoup ça a beaucoup d'influence sur l'échec scolaire ou les problèmes de la réussite scolaire que vous avez évoqués comme étant prédéterminants de la suite. Donc, personne n'a jamais conduit d'études en Nouvelle-Calédonie très approfondies sur ce secteur. On en fait un blackout. On met les enfants comme s'ils étaient dans les mêmes conditions de valeur, de fonctionnement, de comportement. Alors, ça, c'est une chose qu'il faudrait peut-être pouvoir approfondir avec d'autres. Mais ça m'amène à m'interroger parce que c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, je constate que les femmes ont finalement plus d'employabilité dans le monde kanak et que, ce qui est très surprenant peut-être pour des Européens, c'est que le mari va accepter, ou le copain va accepter plus facilement de garder les enfants. Et c'est lui qui va faire la nounou à la maison pendant que madame va travailler. J'observe aussi qu'il y a des réseaux, c'est-à-dire qu'il commence à se constituer des réseaux sur le milieu urbanisé. Je prendrai deux types de réseaux et deux exemples. C'est sur Carrefour, si vous êtes au réseau syndical, vous pouvez y accéder à des emplois de bas, hein, mais vous pouvez accéder à des emplois. Si vous n'êtes pas dans le réseau syndical, c'est beaucoup plus difficile. Mais par exemple, si vous prenez les stations mobiles sur Nouméa, elles sont essentiellement tenues par des gens d'UVA. Et vous avez les gens de Takeji dans telle station, les gens d'une autre tribu de Heo dans une autre station, etc. Et on voit bien que les réseaux commencent à se constituer. Et ça, c'est effectivement une découverte, je crois, du monde kanak. Mais je m'interroge toujours sur l'employabilité des hommes. Je laisse de côté les questions des addictions que vous avez évoquées, par exemple en Australie ou autre. C'est la valeur. Est-ce que l'éducation, les valeurs que les gens
véhiculent avec eux les porte à donner confiance pour leur avenir au monde du travail. Il n'y a peut-être pas la même valeur et la même valorisation du monde du travail. On y laisse aller les femmes, c'est bien, ça monétarise, mais il y a peut-être une hésitation. Je ne porte pas de jugement, mais je dis il y a peut-être une hésitation à se lancer, à faire le pas dans le monde du travail. Pendant très longtemps, les jeunes des îles, par exemple, sont venus dans le monde du travail pour préparer leur mariage. C'était connu. Ça se faisait aussi un peu avec les gens qui, sur la côte Est, par exemple, cultivaient le café et venaient à Nouméa pour préparer leur mariage, pour avoir une monétarisation pour certains événements. Donc je pense qu'il serait intéressant de travailler sur la question des valeurs et du ressenti. Est-ce que le monde du travail est aujourd'hui complètement valorisé par l'ensemble du monde kanak, comme il l'est pour le monde occidental? C'est une question, mais qui mérite, à mon avis, réflexion, parce qu'il peut y avoir discrimination. Moi, je connais des tas de cas de discrimination. Hein. Je vois comment ça se passe avec mon épouse quand on entre dans un magasin. Vous avez évoqué la robe kanak, mais il suffisait, il n'y a pas longtemps, qu'on rentre ensemble dans un magasin. Les vendeuses, si c'est un magasin un peu chic, vont d'abord s'adresser à moi avant de s'occuper d'elle. Bon, parce qu'elle est kanak, donc elle est supposée ne pas avoir peut-être la même carte que moi. Mais ça existe. Ça existe très courant. Le truc de la Ligue des droits de l'homme, moi je suis au bureau de la Ligue des droits de l'homme, je peux en parler de long en large, il fallait surtout être au procès. C'était remarquable de voir comment la discrimination, elle est banalisée, elle est normale pour ceux qui avaient fait la discrimination. Bon. Mais interrogeons-nous peut-être. Et alors, la Nouvelle-Calédonie n'a jamais aimé les sociologues en plus. Ils ont eu beaucoup de difficultés à rester. Même à l'IRD, moi, j'en ai vu partir dans les années 80. Hein. On leur avait demandé des études sur l'enseignement, justement. Ils ont été obligés de partir. Donc, il y a un certain nombre de regards critiques à conduire en commun, kanak et non kanak, certainement, parce que sur la question des valeurs, c'est très délicat, très complexe. Et il faut éviter de tomber soit dans le manichéisme folklorique, d'un côté, ou de l'autre côté, porter des jugements trop vite. Mais je reviens aussi à l'idée que l'enseignement, c'est assez fondamental. Le fonctionnement d'enseignement aujourd'hui a déstructuré complètement le modèle éducatif traditionnel. L'urbanisation complète ce phénomène de déstructuration. Donc je pense qu'autour de ça, on aurait peut-être quand même à encore beaucoup approfondir. Excusez-moi, j'étais un peu long. Non, mais effectivement, vous avez raison sur le sujet. Moi, vous me faites penser à l'étude de l'OSAS qui a été menée sur les jeunes en province nord, sur la valeur qu'ils accorderaient au travail. L'étude de l'OSAS avait fait un questionnaire, et parmi les questions, ils voulaient savoir que justement, est-ce que pour les jeunes, c'était important d'avoir un emploi. Et quand ils ont demandé sur les 1900 jeunes représentatifs de la population, la question c'était est-ce que pour vous c'est important donc justement d'avoir un emploi, d'avoir un travail. Et vous aviez plus de 92% des jeunes qui ont dit que c'était important. Et quand on demandait pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un travail, ils disaient que l'argument, la première explication, c'est le fait d'être indépendant, d'avoir son salaire, etc. Donc, il y a probablement, ça c'est l'avis que j'ai aujourd'hui, il y a probablement la proportion jeune qui a vraiment cette idée que l'emploi est important. Après, j'ai souvent entendu dire des gens que les Kanaks, ils ne feraient que 2-3 mois de travail et puis après ils rentrent à la tribu, ils plantent manioc, etc. Moi, c'est quelque chose sur lequel moi j'y crois vraiment pas. Parce que pour pouvoir dire que les Kanaks, finalement, un CDD, ça leur suffit, il faut pouvoir montrer que quand vous prendrez un échantillon,
vous avez la majorité de un échantillon représentatif, vous aurez la majorité des Kanaks qui en entretien diront à leur patron, moi c'est un CDD ou rien. Si vous me donnez un CDI, au moins j'irai voir l'autre patron qui lui, dans toute sa bonté, m'accordera un CDD pour que je puisse aller travailler au champ. Enfin, ça, moi, de ce que j'ai entendu, de ce que je vois, et notamment dans la zone VKP, puisque je suis de là-haut, mais vraiment les gens ont bien compris que c'est avec un CDI qu'ils vont avoir leur pick-up. Entre guillemets, je résume, mais s'ils veulent un pick-up, CanalSat, etc., ils ont bien compris que c'était... Donc, je crois qu'il y a... Enfin, ça, c'est l'avis que j'ai aujourd'hui, je n'avais pas cet avis-là avant, mais il y a en tout cas une nouvelle génération qui a cette notion de l'emploi et le fait d'avoir un boulot, un CDI, etc., qui est beaucoup plus, disons, proche aujourd'hui de ce que vous pourriez avoir dans les autres groupes. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Mais l'étude de Loza, c'est très intéressante là-dessus parce qu'elle montre bien que l'avis que l'on se fait sur des jeunes qui ne voudraient que travailler 2 mois pour aller acheter une guitare et gratter la guitare à la tribu, ça marche pas. Après, sur l'aspect effectivement de la recherche, notamment sociale, effectivement, où tout le monde a disparu étrangement, les sociologues ont disparu de ce pays. Effectivement, il n'y a pas eu de travail poussé là-dessus. Malheureusement, ce que nous on fait est évidemment très orienté économie et avec des stats, des maths, etc. Et effectivement, c'est un sujet sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire pour expliquer les différences de niveau d'études et de chances de réussir entre les différents groupes ethniques. Alors, moi, j'ai 3 petites questions sur différents éléments. D'une part, votre étude, elle montre que l'élément le plus important pour trouver du boulot, finalement, ce sont les réseaux. Donc, est-ce que ce ne serait pas intéressant, ou est-ce que vous avez des chiffres d'ailleurs, au niveau de ces réseaux, sur les primo-arrivants, après la loi sur l'emploi local, justement, parce qu'on peut considérer que ces personnes n'ont pas ou ont peu de réseaux en Nouvelle-Calédonie, étant donné qu'ils arrivent de loin. D'autre part, est-ce qu'il y aurait également un focus sur la différence entre emploi public et emploi privé dans la discrimination entre Kanak et non-Kanak, et donc du coup un effort des autorités publiques en termes de rattrapage et d'emploi au niveau des Kanaks. Et enfin, une troisième petite question, là c'est plus d'ordre méthodologique. Où est-ce que vous situeriez les métis, en fait, qui sont voilà, par nature un peu entre les deux? Donc est-ce que vous les mettez chez les Kanaks ou chez les non-Kanaks? Voilà, merci. Oui, effectivement, dans les chiffres de l'ISEE, en fait, on a fait un peu comme l'ISEE, hein, quand ils avaient coché plusieurs cases. On a pris, s'il y avait dans une des cases, il y avait Kanak, on a mis dans le groupe Kanak, en fait. Effectivement, après ça s'est montré ailleurs, si vous prenez uniquement Kanak, vous vous fourrez peur, hein, parce que la différence serait trop importante. Mais nous, on a gardé des moyennes comme ça. Parce que, les autres font pareil, donc nous, on a fait pareil, hein, pour faire simple. Après, sur la question des réseaux, de l'importance des réseaux, ou des primo-arrivants, nous, pour l'instant, on n'a vraiment pas de chiffres là-dessus. Hein, l'ISEE a juste montré que 80%, je crois, des emplois, c'était les Calédoniens qui les avaient. Après, quel type d'emploi, les 20% qui restent, ça, c'est un sujet à creuser. Il n'y a pas de données là-dessus, mais bon, voilà. Moi, l'idée est toujours la même. Si on arrive à diminuer l'impact des réseaux, logiquement, on améliorerait les différences. Mais sinon, sur les chiffres, on ne les aura pas, quoi. La troisième question, c'était la différence entre privé et public. Ah oui, sur la différence public-privé, on ne l'a pas dans la base. Hein. Donc nous, on n'arrive pas à faire cette différence. Parce que nous, en fait, on a le recensement, donc ce n'est pas une base sur vraiment orientée économie, etc. Mais en tout cas, historiquement, et Fraisse l'a montré, et Grosjean aussi, l'emploi dans le public, les taux d'emploi ont été plus importants pour les Kanaks dans le public que dans le privé, en fait. Et s'il y a un rattrapage à avoir, ce ne serait pas dans le public, mais plutôt dans le privé, en fait.
Et bon, après, comment l'expliquer moi, je n'aurais pas d'explication particulière, mais disons que dans les petites îles ou dans les petits pays, souvent, c'est les emplois publics, ça reste la majorité des emplois que les gens qui n'ont pas forcément les diplômes, etc., arrivent à capter quand vous entretenez, je ne sais pas, votre mairie ou machin, c'est ce genre d'emploi, en fait. Après, vous avez public et privé, mais après, il faut voir aussi les différences aussi de catégories socioprofessionnelles. Et là, je n'ai pas les chiffres. J'ai les chiffres globaux. En global, je crois qu'on est toujours sur ce que Fraisse montrait. Mais sur les différences de catégories, là, je n'aurai pas les chiffres pour le dire. Si on est plus dans le privé ou dans le public, plus proche du rattrapage ou pas. Ça, je ne saurais pas le dire. Oui, vous avez à plusieurs reprises utilisé le mot discrimination. On voudrait qu'il y ait un sociologue qui approfondisse la chose, mais moi, il y a quelque chose que j'ai constaté et qui me laisse toujours sans voix, c'est ce que j'appelle la discrimination kanako-kanak, c'est-à-dire un patron kanak qui préfère employer des non-kanaks. Alors, vous avez des explications? Comment ça se passe? Bon, là, ça sort un peu de... Voilà. Oui. Là-dessus, je n'aurais pas ni chiffres, ni explications. Vraiment, ça reste une situation... Moi, je reviens sur... Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la situation globale, et c'est là-dessus que je travaille et je raisonne, cette situation que vous mettez en évidence, c'est vraiment une toute petite, une infime partie des 50 000 individus qu'on aura en fait. Et donc forcément, ça n'entrera pas ça modifiera pas le modèle en fait. Et bon, après, moi, j'aurais pas, dire que l'on préférera un non-kanak quand on a un patron kanak. Moi, j'attends. Si vous avez des chiffres pour montrer que c'est effectivement le cas, voilà. Mais voilà, Alors, si vous donnez pas ces exemples dans le micro, personne n'entendra en fait. Voilà. Oui, il est évident que vous travaillez sur des grands nombres, vous nous annoncez 1900 sondés, évalués, etc. Bon, on n'a pas ce genre de nombre, mais il y a des cas qui existent. Et parce que, au-delà de votre étude, bon, je suppose que l'implicite, c'est d'essayer d'arriver à plus d'égalité. Ou alors vous regardez tout ça très froidement, ou vous comptez renvoyer le bébé pour que l'enseignement fonctionne mieux, pour que les formations fonctionnent mieux, etc. Non, c'est juste que je n'ai pas, j'ai pas ces exemples, ces études-là qui me permettraient de répondre à la question. J'ai pas ce genre de cas en fait. Et donc moi, je n'ai pas réfléchi à la question et parce que j'ai raisonné de façon globale en fait. C'est vraiment pas parce que. Vous travaillez toujours sur de grands nombres. Oui, parce que je fais des stats, c'est pour ça. Mais vous nous avez noyés sous vos stats. Est-ce que des gens voudraient donner d'autres exemples ? Je reviens à la charge, mais tout à l'heure, je n'ai pas expliqué ce que, à bout de ma pensée, c'est que l'éducation des garçons n'est pas du tout la même que l'éducation des jeunes filles, vous le savez vous-même. Je ne reviens pas là-dessus. Simplement, dans les chiffres que vous avez donnés au tout début, il serait peut-être intéressant de voir l'impact de l'économie grise, cette économie qui a fait l'objet d'une étude récente
et qui fait ressortir qu'il y a 3,5 milliards, notamment dans le monde rural, d'économies, d'échanges, un tiers en coutume, un tiers en autoconsommation, etc. Est-ce que ça aurait un impact sensible sur les données qui ont été énoncées au début, qui, à mon avis, dont aucune ne tient compte de cette économie rurale que j'appelle économie grise provisoirement? Je ne me rappelle plus des chiffres. Effectivement, l'IAC avait 3 milliards à peu près. Hein. J'avais regardé un peu ce que l'IAC avait fait, mais la différence est trop importante en fait. Sur 812 milliards que l'on aurait en production, en prenant les chiffres de l'ISE, qui sortent de l'ISE, qui sortent des entreprises, des valeurs ajoutées qui sont créées, etc. En ajoutant les coutumes, les transferts, etc., vous transformez pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Ça reste... je crois que l'étude Syndex, je crois, avait fait... Non, c'est l'étude BCM, plutôt. Budget consommation des ménages de l'ISE de 2008. Je crois qu'ils avaient fait montrer un peu ça, que quand on tient compte de... Et c'est vrai que c'est important aux îles et en province nord, quand vous ajoutez ce qui est le champ, etc., les échanges coutumiers, etc., effectivement, vous réduisez un peu la différence entre les provinces, mais vous réduisez de pas grand-chose, en fait. La différence reste... et c'est normal, parce que là, la richesse... quand vous vendez votre tarot au bord de route, c'est pas pareil que quand on vend du nickel, enfin bref, c'est... la différence est trop importante en fait, ça change vraiment pas grand chose. J'ai cru que vous vouliez intervenir. Je ne l'avais pas demandé, mais tant pis. Bonsoir Samuel Gourouna. Oui, c'est parfois un peu compliqué pour l'université de regarder ailleurs qu'à l'IRD, mais c'est vrai qu'il y a des sociologues toujours en Nouvelle-Calédonie, et notamment à l'Institut agronomique calédonien, et Sonia Grosjean en est une brillante. Je voulais le préciser. L'autre chose que je voulais dire, c'est que c'est justement peut-être un petit peu compléter la question de Jean-Pierre de texte. Est-ce que le modèle dont vous vous servez n'est pas, dont vous vous servez pour constituer vos analyses, n'est pas un modèle qui a du mal à intégrer toute cette réalité socio-économique, parce que je ne veux pas la voir que sous un aspect sociologique, socio-économique des pays océaniens, et à les intégrer dans des éléments statistiques. Est-ce qu'il n'y a pas là un biais dans vos analyses qui intègre y compris le début de la formation et le mode de production, le mode d'intégration intellectuelle et scolaire, et qui fait qu'au bout, on arrive à des distorsions sur lesquelles on a du mal à agir, parce que justement, la grille de lecture n'est pas forcément adaptée à la réalité. Oui. Pour la première partie sur les sociologues, effectivement, j'avais oublié le centre de recherche de l'IAC à Pointe-Mout et Sonia Grosjean. Sur l'idée du modèle, c'est une question qui revient souvent quand on sort d'une université, disons, occidentale, et qu'on arrive et qu'on essaie d'étudier avec les mêmes canons d'universitaires, quoi, hein. Il y a toute une littérature en Nouvelle-Zélande sur décoloniser les méthodes universitaires, etc. Bon, c'est des choses que j'ai forcément lues comme tout le monde, mais bon, c'est très difficile de vouloir transformer le modèle en question, etc. Donc là, je vous avoue très clairement que quand moi j'ai fait ma thèse et que j'ai fait les modèles, on m'a expliqué clairement que pour que ce soit reconnu, il faut d'abord appliquer les modèles qui existent, et après, voilà, bon. C'est facile pour moi de dire ça, comme ça je me dédouane. Mais disons que
que souvent, et j'avais eu l'occasion de faire un peu un séjour de recherche en Nouvelle-Zélande, et souvent les profs maoris m'ont parfois dit ça, qu'on arrive avec des modèles, des outils qui ne sont pas forcément adaptés à comment vivent les Maoris, et forcément on arrive à des résultats qui omettent une partie de la réalité. Après, est-ce qu'on aura des bases de données où on aura ces genres d'informations plus culturelles, entre guillemets, ça je ne suis pas sûr qu'on les aura. Et c'est l'autre difficulté. Moi, quand on veut travailler sur une population et que vous prenez les statistiques de l'ISEE, bon, vous n'allez pas chercher les plantations de manioc ou de machin, enfin, c'est vraiment statistique ISEE, et c'est avec toutes les catégories que l'INSEE définit, et puis bon, voilà, on fait avec. Là aussi, j'arrive à me dédouaner, mais disons que il y a une chose, ce qu'a fait l'OSAS, c'est que l'OSAS a essayé de faire ça en fait. Dans son questionnaire, il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous faites les champs à la tribu? Est-ce que vous faites des travaux en commun, genre faire la case, etc. C'est beaucoup de choses qui sont faites en tribu, qui c'est du travail, du vrai travail, hein, mais sauf que c'est pas reconnu dans les statistiques, parce que c'est pas considéré comme du travail rémunéré, etc. Et donc il y a beaucoup de jeunes qui font beaucoup de choses à la tribu, qui font beaucoup de travaux à la tribu, et ça on n'a pas dans les statistiques. Est-ce que pour autant ils sont entre guillemets chômeurs, etc. Bon, c'est difficile à le montrer. Moi, je me suis amusé un peu avec leurs statistiques. On parlait d'éducation tout à l'heure. Il y avait une question de Losa, c'était est-ce que vous avez reçu une éducation sévère ou pas? Et je me suis amusé à faire les statistiques et les résultats avec des modèles de ce genre. Chez les Kanaks, les enfants qui ont répondu, c'est très subjectif. Hein. Est-ce qu'on a reçu une éducation sévère? C'est très subjectif, donc on peut démonter ça très rapidement. Mais disons que ceux qui ont répondu qu'ils ont eu une éducation sévère à la maison, en fait, ont des niveaux d'études plus élevés. Vous arrivez à démontrer que statistiquement, ils ont des meilleurs résultats à l'école. Bon, après, qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand on essaie d'innover, de trouver des critères qui sont différents, par exemple par les langues kanak, etc., bon, ça aussi, on arrive à montrer des choses aussi. Je me suis un peu amusé à faire ça aussi. On peut faire certaines choses dès l'instant où on arrive à avoir une base de données qui prenne en compte ce genre de choses et où on arrive à définir c'est quoi le critère en question. Parce que quel critère en question on prendrait pour un jeune kanak, etc., dans la tribu, bon, qu'est-ce qu'on mettrait dans la base de données pour dire qu'il a sa probabilité d'avoir un emploi est aussi due au fait qu'il fait la case du tonton ou du vieux là-haut et puis il ne peut pas aller chercher du travail. Bon, ça, c'est aussi des questions à se poser. Qu'est-ce qu'on mettrait dans la base de données qui ferait qu'on sortirait des modèles qui sont plus adaptés? Et ça fait énormément de débats, même s'il y a ce débat sur décoloniser la recherche, etc., en Nouvelle-Zélande, et en Australie, au Canada, etc., je n'ai pas vu beaucoup d'études où on arrive à trouver ce genre de critères qui seraient acceptés par la communauté scientifique, en fait. Donc c'est très compliqué. Hein. Moi, je le dis en rigolant que c'est pour me dédouaner. Mais en fait, même quand on essaie de faire les choses et de trouver des critères, à chaque fois, on arrive difficilement à avoir un consensus sur le fait qu'on a pris le bon critère pour déterminer tel comportement, capter tel comportement en tribu, par exemple. Ça, c'est très difficile. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Dans ce cas, on va peut-être conclure. Je voudrais renouveler mes remerciements à Samuel, bien entendu. Et on a évoqué les sciences sociales tout à l'heure et quelques noms ont été cités. Il y a eu Fraisse, Sonia Grochin. Et puis Jean-Pierre Detex a évoqué effectivement cette période un peu mythique de l'Orstom avec certains sociologues. Je pense à Jean-Marie Colère et Loïc Vacan, entre autres. Il y a les travaux de tous ces gens qui sont disponibles. Hein,
à la médiathèque du Centre culturel Tchébaou et bien d'autres choses encore. Donc vous êtes évidemment les bienvenus. Je rappelle que le centre est ouvert du mardi au dimanche inclus, de 9h à 17h. Donc au-delà de ces instants de partage et d'échange que sont les conférences, évidemment, nous sommes là pour vous proposer des documents. Voilà, merci à vous. Et notre prochain rendez-vous, c'est dans 15 jours avec la projection du film The Descendants d'Alexander Payne. Merci. Si vous le permettez, je voulais juste remercier aussi tout le monde d'être venu assister à la conférence et j'espère que je ne vous ai pas trop assommé avec les chiffres. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci.